Bonjour et bienvenue. Le sprint de Sepang vient de se terminer. Les pilotes sont passés faire leur débrief. Thomas est sur place. Thomas, bonjour ou plutôt quasiment bonsoir. Ouais, écoute, il est 18h ici, donc bonsoir Daryl. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et peut-être un tournant décisif dans la lutte pour le titre. Bagnaia a craqué. Bagnaia a craqué aujourd'hui à Sepang. C'était ce matin en Europe, cet après-midi à Sepang. Eh bien, on va revenir sur le fait du jour. C'est cette chute de Pecco, le troisième tour, le virage 9. Thomas, tu as vu Pecco tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, lui, il dit qu'il roulait un petit peu moins vite. En tout cas, il allait arriver moins vite dans ce virage-là que dans le tour précédent. Et il a chuté. Et en fait, quand il roule moins vite, il avoue qu'en fait, il commet plus d'erreurs. Et ensuite, il y a une petite bosse dans ce virage-là qui l'a surpris, alors qu'il la connaît très bien. Il connaît très bien le circuit. Pour avoir explosé le record du tour ce matin, je pense qu'il connaît par cœur. Mais ouais, effectivement, il y a eu une erreur qui lui coûte très cher, puisque du coup, Martin maintenant s'envole au championnat avec 29 points d'avance. Et là, demain, la première balle de match se profile. Martin, donc impeccable vainqueur, intouchable. Le moment clé de la course, ça a aussi été le hold shot que fait Martin Oui. pour imprimer son rythme, empêcher Pecco de s'échapper. Oui. Et puis voilà, ensuite Martin il s'impose devant Marc Marquez qui fait une Ouais, superbe course. et puis après, ce que dit Martin aussi, Bagnaia aussi, c'est que demain, de toute façon, il a rien d'autre à faire que de gagner, puisqu'il sait que le deuxième, au pire du pire, ce sera Martin. Donc, parce que c'est vraiment les deux pilotes au-dessus du lot. De toute façon, on voit Alex Marquez qui fait troisième sur la grille, et il était quasiment relégué à près d'une seconde. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un rythme impressionnant des deux, leaders du championnat, et que demain, ça risque de se jouer au coude à coude entre les deux, s'il n'y a pas d'erreur de commission, bien évidemment. Voilà, donc le vainqueur du jour ici en photo, le moment où Pecco comprend que c'en est peut-être terminé de ses espoirs de titre. Alors, la question, la course au titre est-elle pliée? Et évidemment, il faut prendre beaucoup de précautions parce que 29 points, mais il en reste 37 plus 25, 62 points à prendre, si je ne me trompe pas. Thomas, c'est bien ça, Non. toi qui es le maître des statistiques? Ah non, en tout. Ah oui, pardon, excuse-moi. 37 plus 25, effectivement. 37 plus 25. Non, oui, 37 plus 25, donc 52, ouais, c'est ça, exactement. Donc, de toute façon, il doit Donc, repartir. Il doit repartir, c'est simple et plus simple de voir comme ça. Martin doit repartir avec 38 points d'avance demain. Donc, du coup, il faut qu'il marque 9 points de plus que Bagnaia demain. Donc, après, voilà, ça laisse quand même pas mal de possibilités maintenant, contrairement à ce qu'on aurait pu croire si Bagnaia n'était pas tombé. Ça aurait pu limiter les possibilités de Martin. Mais là, demain, les scénarios l'obligent. Maintenant, il peut terminer dans le top 7 selon les résultats de Bagnaia. En gros, il n'y a pas de podium ou de victoire forcément à jouer selon les performances de Bagnaia. Il peut aller jusque dans le top 7. Donc déjà, ça, c'est presque la moitié des positions où on va inscrire des points. on va montrer, hein, on les a, les scénarios, mais avant, simplement rappeler qu'il y a déjà eu des retournements de situation. On se rappelle de Rossi, le mentor de Pecco en 2006 à Valence, où tu es en tête du championnat et puis une chute te fait tout perdre. Donc évidemment, le titre n'est pas joué pour Martin, mais comme Non. l'a dit, il me semble que c'était Tardozzi au micro de Canal+, juste après la course, Martin a plus qu'une main posée sur la couronne de champion Ah du bah oui. monde. Et ce sera, Ah bah Pecco là. le disait il y a quelques semaines, tu te souviens, c'est un championnat d'erreurs. Sera champion celui Ah qui oui. va en commettre le moins dans la partie finale. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Et là, il a fauté, mais il a une revanche à prendre dimanche à Sepang. Il a déjà gagné, Pecco, à Sepang, c'était 2022, si je ne me trompe pas. Là, tu me mets un doute. Tu m'as mis un doute, oui, je pense. Course au titre face à Oui, Fabio. Fabio. Oui, C'est oui, ça. c'est ça. T'as raison. Donc, à suivre demain. Est-ce que cet homme sera sacré champion du monde MotoGP 2024? Le premier pilote satellite, même s'il y a une moto d'usine, officiellement, c'est un pilote satellite dans les classements champions depuis, en tout cas dans l'ère du MotoGP, c'est jamais arrivé. Oui. Donc, peut-être un moment historique. Voici les scénarios. Thomas, je te laisse commenter tout Ah bah ça. écoute, voilà, de toute façon, on sait que Alors, il faut savoir, c'est toi qui les as envoyés, qui les as validés auprès de la Dorna. Ouais, écoute, après, je peux te dire que tu m'as aidé aussi à les relire. Donc, c'est pas mal de voir que. Non, mais bon, voilà, comme je disais, en fait, Martin, dans le scénario de demain, il doit terminer dans le top 7. Après, il faudra voir les performances de Bagnaia. Effectivement, rien n'est joué. Moi, j'aimerais rappeler que quand même, demain, il peut se passer le scénario inverse, où là, auquel cas, Bagnaia gagne et Martin tombe. Et là, Bagnaia reviendrait à 4 points. Donc, c'est pour ça que c'est pour dire que, voilà, avant la manche finale
on parlera après, donc on ne sait pas encore où est-ce qu'elle aura lieu. Voilà, il y a pas mal de. Ça peut se retourner encore demain. Donc, vu le nombre de points encore à distribuer, tout est encore jouable. Mais effectivement, comme disait Tardozzi, il a une main sur le titre, Martin, et ça va être compliqué d'inverser la tendance d'ici la finale. Ouais, seule une erreur de Martin pourrait rebattre les cartes, puisque on a quand même là, en tout cas depuis quelques semaines, ils sont constamment aux avant-postes. Donc même si Martin ne gagne pas demain, c'est vrai que c'est difficile de le voir plus loin que deuxième, troisième. Il n'y a pas vraiment de Bien rival. sûr, Il y a c'est ça. Marquez et Bastianini, mais là, Martin. Oui, mais là, demain, ils peuvent s'intercaler demain, ils peuvent s'intercaler devant. À la finale, ils pourront s'intercaler devant. Et pour l'instant, Martin a tellement d'avance que de toute façon, ça suffira pas. Il faut qu'il y ait d'autres pilotes entre les deux. Et effectivement, comme c'est les deux leaders incontestables de ce championnat, on voit mal on voit pas 10 pilotes s'intercaler entre les deux. Donc, ça va être, c'est soit une erreur, soit, soit rien d'autre. En fait, c'est vraiment la seule option. Les prévisions météo de demain, Thomas, ça dit quoi pour Bah la écoute, de toute course? façon, après, comme à Sepang, tu as bien vu, juste avant la grille, même sur la grille, hein, on agitait déjà le drapeau de changement d'adhérence, enfin de plus, quoi. Donc ça peut aller, enfin, c'est compliqué. Là, tu vois, il fait soleil. Tout à l'heure, il a fait gris toute la journée. Et puis surtout, à Sepang, il y a des orages un peu imprévisibles dans la journée. Donc c'est difficile de dire ce qu'il va faire comme météo demain. Donc c'est Sepang. Sepang où Fabio Quartararo égale son meilleur résultat de l'année, cinquième en course sprint. Il avait déjà fini cinquième à Jerez, mais il y avait eu beaucoup de chutes devant lui. Donc lui-même dit qu'il donne plus de valeur à ce résultat ici à Sepang. Ouais, puis alors après, à Gérès, c'était quand même, enfin, faut quand même rappeler qu'il finit troisième à l'origine, parce que en fait, il se fait pénaliser pour les pressions de peu, hein, de mémoire, et du coup, à l'origine, il finit troisième. Donc, ouais, c'est un peu particulier cette course-là. Donc, lui, là, c'est son meilleur résultat, vraiment sans pénalité, sans rien, sur le sec, sur un circuit qui forcément n'est pas celui qui réussit le plus au Yamaha, on va dire. Donc, voilà, en tout cas sur le papier. Mais ouais, effectivement, c'est une belle performance de Yamaha, en tout cas pour le moment, parce qu'on a on en avait les deux Yamaha aussi en Q2. Et donc Fabio, ce week-end, qu'est-ce qui a changé? C'est bon, le nouveau moteur, il n'a pas pu l'utiliser. Il a pu l'utiliser, il dit 0,7 tours, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu boucler un tour complet et il a eu un problème, ce nouveau moteur, donc il l'aura a priori au prochain test de pré-saison. Par contre, ils ont changé des réglages niveau électronique et l'idée, c'est d'avoir, Thomas, tu m'arrêtes si je me trompe, moins de traction contrôle, moins de contrôle en fait de l'électronique pour pouvoir plus gérer tout ça à la main, au poignet. Et ça lui permet d'avoir plus de puissance puisque l'électronique, c'est quelque chose qui freine la puissance pour contrôler la moto. Bien sûr. Donc là, le fait de lui le gérer avec le poignet, eh bien, il arrive en fait à être plus rapide que quand il y a l'électronique. Donc ça demande d'être particulièrement adroit, particulièrement habile avec la poignée de gaz. Et Fabio arrive à le faire et il a dit aujourd'hui, c'est comme ça que doit se piloter cette moto. Oui, alors après, j'ose imaginer, en tout cas, j'ose espérer que c'est une solution, on va dire, temporaire, parce que l'électronique aujourd'hui est tellement aboutie pour chacune des usines que c'est difficile aujourd'hui de piloter une MotoGP à la main avec autant de finesse. Donc là, il retrouve un peu ce pilotage dont il avait besoin. Désolé pour le bruit. Il retrouve ce pilotage dont il avait besoin, mais on sait que l'électronique aujourd'hui, c'est plus qu'important. J'ose imaginer, et je ne remets pas du tout le talent de Fabio en question, bien évidemment, mais on peut imaginer que l'électronique aujourd'hui peut faire des choses beaucoup plus fines que la poignée de gaz. Ça reste quand même, on va dire, c'est difficile de trouver la limite. En fait, c'est ça. Comme tu disais, en fait, le traction control, ça va calculer la vitesse de la roue avant, la vitesse de la roue arrière, voir si la roue arrière va plus vite que la roue avant. Ça va voir si la roue avant se lève. Ça va voir. Enfin, il y a énormément de choses qu'un pilote, même le plus habile possible, euh, à l'époque, oui, c'était comme ça qu'on faisait la différence. Aujourd'hui, l'électronique fait aussi cette différence-là. Donc, j'espère en tout cas que Yamaha va pouvoir travailler sur ce point-là pour pouvoir aider Fabio et donc avoir encore un step supplémentaire. Bon, en tout cas, c'est très encourageant ce qui se passe en ce moment autour de Fabio Quartararo. Il y a aussi eu du bon pour Johan Zarco aujourd'hui. Il est passé en Q2, il a remporté la Q1. Ouais. Malheureusement, la course était plus compliquée et contraint à l'abandon. Thomas, explique-nous ce qui s'est passé puisque tu as vu Jojo tout à l'heure.
Ouais, bah écoute, casse moteur, bah forcément il est déçu, mais c'était un moteur en fait qui à l'origine devait faire cette course et puis après être retiré de la location, partir soit ne plus être utilisé en course et utiliser un autre moteur. Voilà, bah écoute, ça arrive comme il dit et puis bah tant pis. C'est sûr qu'il se bat pas pour le titre forcément, donc ça me pose moins de problèmes. Mais voilà, il est déçu. Mais par contre, il reste hyper content de cette qualification où justement bah, il passe en Q2 avec un très bon chrono. Après, ce qui l'a découragé, entre guillemets, c'est de se dire que le chrono qu'il a fait est quand même encore très loin de celui que bah, a pu faire Pecco. C'est sûr que là, on était sur des années-lumière en termes de chrono, même par rapport au deuxième, enfin par rapport au troisième qui est Alexis Marquez. Mais voilà, il se dit qu'il y a quand même encore un step à franchir pour aller chercher ces Ducati, même si effectivement, d'une façon générale, ça allait beaucoup plus vite ce week-end. Enfin, on voit les records qui ont été battus. Voilà. Mais ravi, en tout cas, des progrès réalisés sur les dernières, enfin, sur ces courses outre-mer, où la Honda, pardon, a vraiment fait un gap. Ouais, et puis maintenant, ils se battent avec d'autres constructeurs, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, ils se battent avec des Yamaha, avec des Aprilia, avec des KTM. Ils arrivent à accrocher on va dire les Ducati, les pilotes Ducati les plus lents. Donc, encourageant pour les Français de cette fin de saison. Et on le répète, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, mais on est finalement dans le schedule, dans le timing qui avait été annoncé, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre la deuxième partie de saison pour commencer à avoir des progrès. Ça, c'est les techniciens qui le disaient. Évidemment, les pilotes en veulent toujours beaucoup et vite. Donc, ils savaient qu'il fallait prendre leur mal en patience et ça commence à être récompensé. Exactement. Voilà. Après, il y a des châssis qui circulent chez Honda. On a vu, enfin, moi, j'ai discuté un peu avec Marini hier. C'est l'un des pilotes, malheureusement, qui est très peu teasé par la presse aujourd'hui. On était quasiment que tous les deux. Et donc, je lui ai posé la question et il m'a clairement dit que il y a des châssis, enfin là, il y avait un châssis ce week-end qui l'a testé. Il ne fonctionnait pas du tout. Donc, c'est du travail qui est fait par Honda, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a encore, comme je le disais tout à l'heure pour Fabio sur l'électronique, c'est un peu du gros travail à abattre. C'est difficile de faire ça sur un week-end de course. Euh, quand Fabio est arrivé vendredi, il a clairement dit, jeudi, pardon, il a dit, je vais faire un gros step, enfin, je vais faire un gros changement sur l'électronique et on verra si ça marche. C'est ce qu'il a fait. En gros, il a coupé l'électronique, on va dire. Mais c'est un risque à prendre sur un week-end de course. Donc, c'est pour ça que faire des tests, faire des tours, c'est très important et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, comme tu disais, bah, il faut du temps, du roulage et ça commence à porter ses fruits que maintenant, quoi. Salut Michel. Voilà, Michel Turcot. Et toi? Bon, on n'est pas en live. Non, non, mais je le mettrai quand même au montage. Allez. On se voit, bah tiens, d'ailleurs, on va en parler, on se voit, on ne sait pas encore où, puisque Oui, on va finir par ça. Alors ça, déjà, voilà, les horaires de demain à l'heure de Paris, ou de oui, Bruxelles pour la Belgique, ou de Madrid pour l'Espagne, voilà. Donc, on va falloir se lever relativement tôt pour voir le warm-up, mais c'est la dernière fois de l'année que ça arrive. A priori, s'il n'y a pas d'autres courses asiatiques ensuite, bon, ça ne sera pas le cas, puisqu'aujourd'hui, Thomas, tu vas pouvoir nous dire les options qui sont privilégiées pour le remplacement du Grand Prix de Valence. Simplement aussi avoir un mot pour toute la bien sûr. communauté valencienne et espagnole qui a été frappée par cette catastrophe, par la tempête des inondations meurtrières. Il y a plusieurs centaines de morts. Le bilan provisoire, c'est bon, on a passé le cap des 200 morts, mais il y a encore des recherches qui sont en cours, des opérations de sauvetage. Ça a été extrêmement violent. Et donc, évidemment, la décision correcte a été de ne pas faire le Grand Prix. Déjà, il fallait refaire la route pour accéder au circuit. Et comment est-ce que tu allais justifier auprès des populations locales, ben voilà, vous n'avez pas à manger, pas à boire, pas d'électricité, pas d'eau. Mais par contre, on va aller faire de ces travaux sur une route. Enfin voilà, c'était inimaginable. Donc évidemment, et les pilotes étaient d'accord à l'unisson. La décision euh, qui a été prise était la bonne. Il ne fallait pas faire ce Grand Prix de Valence. Et la communication officielle, c'est qu'on va rouler pour Valence, c'est-à-dire que les fonds de la prochaine épreuve iront. Et d'ailleurs, Jorge Martin a aussi, si je ne me trompe pas, dit que sa prime d'aujourd'hui allait être reversée pour, je crois que c'est ce qu'a monté Aspar pour récolter des fonds pour aider les populations locales et touchées par ce drame. Donc voilà, la solidarité s'organise, Thomas. Oui, effectivement. De toute façon, même hier, on peut parler aussi de Bagnaia, donc qui a clairement dit qu'il ne roulerait pas à Valence, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi voilà, que le Grand Prix de Valence pourrait être maintenu pour des raisons, d'autres raisons. C'est une autre vision, on peut dire, c'est-à-dire aller de l'avant,
proposer quelque chose d'autre à la population, alors que ça n'a pas du tout de sens, comme tu as très bien résumé. Et donc, du coup, le Grand Prix a été annulé, mais Pecco a clairement dit hier soir, je ne roulerai pas, quitte à mettre mon titre, quitte à perdre le titre, je ne roulerai pas à Valence. Et donc, effectivement, hier soir, il y a eu la Safety Commission où les pilotes ont discuté forcément du sujet. Ça a été décidé qu'il n'y aurait pas de Grand Prix de Valence, en totale logique. Et voilà, voilà, maintenant les discussions qui se profitent, c'est où est-ce qu'on va aller pour la finale. Donc plusieurs rumeurs entre hier soir et aujourd'hui. Les rumeurs qui ont circulé, c'était Barcelone, le Qatar. On parlait aussi de Portimao, on a parlé d'Aragon. Donc pour le moment, ce qui se profile principalement, ce serait plutôt le Qatar et Barcelone. Maintenant, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, c'est-à-dire la logistique, notamment, savoir comment là le fret des motos normalement était prévu de rentrer dimanche soir, en tout cas d'être emballé et d'être envoyé à Saragosse pour aller au Grand Prix de Valence ensuite. Il y aurait aussi du matériel qui serait déjà en train de circuler sur des bateaux, donc du coup, il y a des teams qui pourraient se retrouver en termes de logistique plus compliqués. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour l'instant de savoir si le Qatar c'est faisable. Donc voilà, ils sont en train d'étudier la question. Et si on faisait un Grand Prix au Qatar, ce serait sur les mêmes dates que le Grand Prix de Valence. En revanche, il y a l'autre option, celle de Barcelone, qui, si le fret arrive à Saragosse, ça reste pas très loin, ça reste presque aussi loin que Valence pour ramener tout le matériel. Ça permettrait aussi aux spectateurs qui avaient des billets de se rendre à Barcelone sans trop de frais, on va dire, c'est-à-dire c'est à 3 heures de route, ça reste possible. C'est aussi une raison logistique pour les teams qui eux aussi ont leur billet potentiel pour aller à Valence. Donc tout un tas de raisons. Et en fait, Barcelone, le problème qui se passerait, c'est que ce serait pas possible de l'organiser à la date du Grand Prix de Valence. On a parlé d'une semaine après, mais apparemment ce serait encore compliqué. Donc ce serait plutôt le week-end du 1er décembre dont on parle aujourd'hui. Pour l'instant, est-ce que c'est une option qui est vraiment envisageable, sachant que ça en arrive en décembre, donc rouler en moto dans ces conditions-là, avec les journées qui sont de plus en plus courtes, avec le froid, la pluie potentielle, voilà. Bon, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc pour l'instant, c'est en discussion. Donc les deux options, c'est le Qatar et Barcelone. Ouais, sachant que Barcelone, il y a pas mal de fans français qui nous ont écrit et qui espèrent que ce sera Barcelone parce qu'ils comptaient faire France-Valence en voiture et Barcelone, c'est sur la route. Donc pour eux, ce serait mieux, évidemment. On imagine aussi Après, il y a des gens qui vont dire, oui, est-ce que c'est respectueux de faire un Grand Prix en Espagne à 3 heures de route de Valence? Enfin, il y a plein de choses, encore une fois, qui sont de l'ordre politique, je sais pas si on peut dire sociétal, de respect des victimes, enfin voilà, plein de choses qui rentrent en jeu. Donc, est-ce que aller au Qatar, c'est pas aussi être en terrain neutre, on va dire? Enfin voilà, il y a plein de choses. Tout ça rentre en jeu. Donc pour l'instant, c'est à l'étude. Après, il y en a d'autres qui vont dire, est-ce que si demain le titre est joué, est-ce que ça a un intérêt de faire une course? Après, voilà, il y a d'autres intérêts, c'est-à-dire les droits commerciaux, les droits télé. Est-ce que la saison a été vendue pour 20 courses et il faut faire une 20e course? Est-ce qu'il y a des cas de force majeure qui peuvent permettre d'annuler? Enfin voilà, tout un tas de choses dont nous, journalistes, on n'a pas conscience et personne, c'est difficile de se rendre compte. Nous, effectivement, pour le sport, on aimerait une course, mais il y a d'autres choses plus importantes. Je crois que c'est d'ailleurs, je sais plus quel pilote l'a dit hier soir, je me demande si c'est pas Martin d'ailleurs, d'autres choses plus importantes, peut-être Bassani, plus importantes aujourd'hui que de penser à faire une course. Voilà, oui, de manière générale, tous les pilotes avaient plus ou moins cet avis, et notamment les pilotes espagnols qui, parce que, alors je ne sais pas trop quelles images ont été envoyées au monde, mais moi je vis en Espagne une partie de l'année et c'est vrai que tout ce que nous on a reçu, c'était effroyable, quoi. Et je pense d'ailleurs que les images maintenant circulent partout sur les réseaux sociaux, etc. Mais la dimension, c'est pour ça quand on a commencé à en parler, tu sais, j'ai dit, bon, voilà, il se passe ça à Valence, c'est pas possible qu'il y ait un Grand Prix. Et j'ai vu émerger alors peut-être que les travaux, que machin, que c'était, en fait. Oui, parce qu'on n'avait pas conscience. Ouais, on n'avait pas conscience de la portée enfin, personne n'avait conscience. Une grosse partie du paddock n'avait pas du tout de ce qui se passait. Nous, on a appris au fur et à mesure du week-end que c'était pas que la route devant le circuit qui était touchée, et c'était des dizaines, surtout d'abord, avant de parler d'infrastructure, c'était surtout des dizaines, au début, des dizaines de portées disparues, de décès. Et là, on parle, comme tu disais, à plusieurs centaines on se rend compte au fur et à mesure du week-end de l'ampleur de cette catastrophe.
Mais même en Espagne, tu sais, au début, déjà, il faut savoir que l'alerte a été envoyée aux citoyens très tard. Ils ont reçu l'alerte à 20h le mardi soir. C'était déjà trop tard. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant il y a tout un débat autour de la responsabilité des autorités locales qui n'auraient pas prévenu à temps, etc., etc. Mais même, nous, tu vois, nous, c'est mercredi matin quand on s'est réveillé, on a commencé à voir ce qui se passait. C'est-à-dire que, alors, est-ce que c'est parce que Valence n'est pas la capitale, etc. Donc, on en parle un petit peu moins. Est-ce que c'est parce que le danger avait été supposé? Bon, il y a plein de questions qui se Ouais, posent en ce moment. Mais le fait est que même en Espagne, en fait, on s'est réveillé dans l'horreur absolue, quoi. Et donc voilà, on a bien sûr. une grosse pensée pour toutes les personnes qui sont touchées. Et Bien sûr. Et puis on après, il y a espère. d'autres, même sans, il y a pas mal même dans les teams, hein, Gino Borsoy, le team Aspar, qui sont très proches de la ville de Valence. Donc, en fait, c'est aussi eux, ça les affecte personnellement. Parce qu'ils doivent avoir des amis, Ouais, ils doivent avoir. Donc, c'est pas, la portée n'est pas que sur le fait d'organiser une course. Là, on parle vraiment de quelque chose qui touche et qui affecte, je vais dire une bêtise, mais au moins 50% du paddock, parce que 50% du paddock est quasiment espagnol. Donc, je veux dire, je pense que Daryl, tu me rejoins là-dessus. Je veux dire, je pense qu'il y a énormément d'Espagnols dans le paddock. Et voilà, bien sûr. il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu. Voilà. Donc, bien, on ira à Valence, on espère, en 2025. On se retrouvera là-bas. Ce sera le week-end, pour ceux qui voudraient déjà prendre leur billet, le week-end du 16 novembre 2025. Il y aura un Grand Prix à Valence. Une précision pour toutes les personnes qui ont un billet pour le week-end du 2024, là, dans 2 semaines, qui avaient un billet pour Valence. Le site, alors il me semble que c'est le site officiel du circuit qui va proposer des remboursements à partir de lundi, soit un remboursement complet, soit maintenir le billet, mais pour 2025. Voilà, c'est un petit peu ce qui avait été fait pendant le Covid, hein. Les Grands Prix qui avaient été annulés, il Oui, y avait soit des remboursements, soit on gardait votre ticket pour l'année suivante. Ce qui peut aussi être pas mal, puisque comme ça, au moins, c'est une augmentation des prix l'année suivante, vous ne la subissez pas. Et puis, ça permet aussi au circuit de continuer à avoir des fonds en ce moment. On imagine qu'ils vont en avoir besoin. Euh, et voilà, ouais. écoutez, on va se quitter là-dessus. Et puis, que demain, on se retrouvera avec un nouveau champion du monde. Rendez-vous à 8h heure française et c'est 15h heure locale, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ça commence plus tard, ouais. Ouais. Bon, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à toi et à demain. Oui, à demain. Salut.